1994, la Missivie a plié bagage, tout le monde est parti, n'est-ce pas? On a dû quitter Haïti parce que les militaires avaient dit « vous êtes indésirables ». Donc voici, comme je dis, n'est-ce pas, la qualité des rapports à cette époque entre la Missivie et les forces armées d'Haïti. En votre qualité d'ancien directeur exécutif de la Missivie, n'avez-vous pas identifié, suivant les informations, n'avez-vous pas identifié nommément le ou les auteurs des événements qui s'étaient produits à Raboto du 18 au 22 avril 1994? Non, monsieur le doyen, ce n'est pas à la Missivie d'identifier, n'est-ce pas, les gens, c'est à la justice de le faire. La Missivie peut transmettre des informations, la justice peut se servir de ces informations, mais je ne pense pas que ce soit nous. Oui, nous avons entendu des noms, n'est-ce pas, on a entendu toutes sortes de noms, mais comme je dis, je crois que c'est à la justice, justement à travers un procès équitable, où il y a, n'est-ce pas, les inculpés d'un côté avec les avocats, de l'autre côté les ministères publics, n'est-ce pas, avec un jury, avec des témoins, avec les victimes, n'est-ce pas, je crois que c'est à vous, la justice, n'est-ce pas, avec J majuscule, de déterminer culpabilité. Ce n'est pas à nous de le faire. Merci. Un témoin peut-être oculaire ou bien auriculaire. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Vous venez de dire que vous avez entendu des noms, citer des noms. Est-ce que vous ne rappelez pas de certains de ces noms-là? Oui, monsieur le doyen. Bon, quel nom, enfin, il faut que je regarde mes informations maintenant. Il y a des noms qui m'échappent là. Mais bon, on a parlé de capitaine Castra, n'est-ce pas? On a parlé de Papon. Castra et on a parlé de Papon, je ne me souviens pas de son nom, enfin il faut que je regarde mes informations, c'est Papon. Enfin un responsable du FRAP, ou le grand, n'est-ce pas, le grand responsable du FRAP ici à Gonaïves. Ici au Gonaïves. Oui, enfin bon, je peux retrouver le nom facilement. Dans d'autres circonstances, il y avait d'autres noms, il y avait quelqu'un qu'on appelait Saddam. Saddam? Oui, il y avait Saddam. S'il vous plaît. Il y a un autre nom sobriquet qui me vient à l'esprit, je crois que c'est Amazon ou quelque chose comme ça. Amazon ou Amazon, je sais pas. S'il vous plaît, ne parlez pas. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres? Non. D'accord, merci. Ministère public. N'a apporté quelques petites précisions par rapport à quelques noms et ambassadeur Colin Granderson t'a cité tout à l'heure comme quoi c'est des noms qui étaient contendés. L'enquête est Missivie t'est menée sous terrain sous massacre à Botoa. Il y a quelques noms et ambassadeur Colin Granderson t'a cité. Par exemple, il cité ancien capitaine Castra Senafis qui était pris en part active dans massacre à Botoa. Il cité un autre qui côté le dit Papon mais il doit rectifier l'enfin. L'enfin et déposition là, c'est pas Papon, c'est Jean Tatoun, qui d'après M. Colin Granderson, qui était un gros dirigeant frappe et dans l'époque coup d'état en Gonaïves, il citait tout et ancien soldat Amazon Jean Libert, il te citait tout et Norelis Mondelus alias Saddam Hussein ou alias Eliassi. C'est divers noms, c'est principal nom que ambassadeur Colin Granderson dit il était tendé Mouna Boto et l'enquête et divers observateurs Missivie mené souterrain tout de suite après massacre là, c'est divers non ça il croit que Mouna Boto te dit qui principal auteur, principal exécuteur et monde qui était mort dans massacre à Boto. M'crois il était extrêmement important et déclaration Colin Granderson nous pas jamais depuis déclaration, c'est depuis déposition ça nous pas jamais souligner importance déposition Colin Granderson là. Et n'a rappelé d'après un pile observateur qui a suivi pour ça et comme quoi c'est une pigo déposition qui fait jusqu'à présent devant le tribunal là nous bien dit une pigo c'est une pigo déposition qui fait et grand pile observateur qui pensait que avec déposition Colin Granderson c'était comme quoi procès a été fini là et ça fait tout et déposition ambassadeur Colin Granderson là t'es pas bail ni avocat victime ni avocat qui fait partie du ministère public et même victime tout une force comme quoi
yo gagne un procès à partir de déposition Colin Gunderson. Mettez sous ça tout avec déposition scientifique, témoignage scientifique, anthropologue américain Karen Burns, excuse-moi. En même temps tout avec déposition et docteur Michel Harvey, qui c'est une Canadienne, et en même temps tout avec déposition deux anciens colonels retraités dans l'armée argentine, Horacio Pantaleon Ballester, avec tout colonel Ocelius Garcia, ensemble de dépositions qui chita sous des bases scientifiques qui prouvaient que au commandement de la d'Haïti, ensemble, qui te mettait ensemble avec responsable frappe, avec responsable groupe Caporal la mort et puis un pile attaché, c'est des dépositions qui condamnaient, qui partent en faveur même 22 accusés, et c'est des dépositions qui sont très importantes. Et là où on connaît que majorité, et pas qu'à dire majorité, 22 accusés, pas de témoins à décharge, c'est-à-dire pas de témoins qui a déposé en faveur. Si on a cité seul témoin à décharge, est considéré comme un témoin à décharge, c'est-à-dire un témoin qui a parlé en faveur 22 accusés, c'était M. Yuri Latortue, qui est responsable de sécurité et au niveau USGPN, unité surveillance et palais national. Mais malgré ça, déclaration Yuri Latortue pas aller dit en faveur effectivement accusé surtout Kayetan Nadi. Au contraire que déposition et Yuri Latortue, monsieur Yuri Latortue, on croit que les plus aller en désavantage Kayetan Nadi. On croit que même avocat accusé reconnaître que semaine ça c'est une semaine qui était dure pour eux, ils ont pile effort pour faire pour rattraper toute avance que avocat victime ministère public là gagné par rapport à la procès ça. N'a continué tendre suite déposition ambassadeur Colin Gunderson, mais monde qui t'a posé ambassadeur Colin Gunderson question c'était président tribunal là maître Napla Saint-Il qui jusqu'à présent a mené procès. Et tout de suite après, nous parlons et quelques questions tout représentant du ministère public. En même temps tout avec quelques questions même jury. Questions tout nous avons pour nous demander questions avocat victime pour poser tout. Et puis tout nous parlons joindre quelques commentaires parce que c'est rare et ça pas fait trop souvent depuis le procès a commencé. Conseil accusé avocat cap défendre accusé pas tellement poser question par rapport à déposition ambassadeur Colin Gunderson. Pas oublier tout auditeur Radio Haïti qui suivre émission Parole la parler. J'en noté annoncé depuis le commencement émission, n'a attendu déposition ambassadeur Colin Gunderson qui c'est ancien directeur exécutif mission civile internationale à ONU en Haïti qui a mené enquête sur ce qui est passé dans la Raboto sorti 18 pour arriver 22 avril 1994, une déposition qui était extrêmement défavorable, qui pas en faveur du tout 22 accusés. Et nous bien regrettons, amis auditeurs, nous pas bien temps trop court, nous pas bien temps bord la parole pour poser question, en même temps tout pour réagir par rapport à la déposition ça. Nous dit tout le monde cap écoutez bien parce que c'est une déposition qui est extrêmement importante. Monsieur Gunderson, oui. Vous avez dit qu'au cours d'une réunion, d'une rencontre avec les responsables militaires, le général Valmont est arrivé pour demander au colonel Gozom de l'accompagner au dehors. Est-ce que... Ministère public, excusez-moi, une minute. Monsieur le témoin, étant donné que vous restez debout il y a grand temps, et vu que vous restez debout, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous mettre. Si vous êtes fatigué. Non, monsieur le doyen, moi ça va. Très bien. Oui. Est-ce que l'ami civil est arrivé à s'informer de ce qui faisait l'objet de cette petite conversation tenue entre le général Valmont et le colonel Gozop? Oui, c'était clair qu'on avait donné... c'est le colonel Valmont. Oui. Valmont, c'était un colonel et qui était le responsable de l'intelligence au sein des forces armées d'Haïti, au sein du haut commandement. Alors, il était clair qu'il avait donné, comme je dis, il avait donné des instructions au colonel Gozom de mettre fin à la rencontre avec l'armée civile. Okay. Est-ce que les militaires, alors suivant leur version, n'ont pas donné un nombre
de personnes qui auraient été tuées. Oui, les militaires nous avaient donné une information d'après laquelle il y avait 6 personnes qui ont été tuées. Ok. Consignez. Nous demandons au tribunal de faire consigner pour nous cette déclaration. Laquelle? Les militaires avaient dit qu'il y avait 6 personnes qui ont été tuées. Les informations données par les militaires eux-mêmes. Greffier, conseiller pour nous. Ok. Instant, le ministère public n'a plus de questions. Bon. Les jurés, si vous avez des questions, vous pouvez faire des questions au témoin Colin Ganderson. Oui. Monsieur Ganderson, est-ce que vous avez avec vous un document pouvant justifier qu'il avait eu une effusion de sang à Raboto? Oui, nous avons raison de le croire parce que, comme je dis, nous avons vu un cadavre et là, nous avons une photo de ce cadavre qui a été trouvé sur le rivage et nous avons vu des ossements, n'est-ce pas, qui se trouvaient dans un fossé où il y avait la corde et il y avait clairement, n'est-ce pas, les restes d'un homme. Donc oui, il y a eu effusion de sang. Et comme je dis, ce sont donc des preuves tangibles, mais en plus, d'après les informations données par des victimes qui ont survécu, n'est-ce pas, comme je parlais de la dame Deborah Charles, je crois que c'est Roland, enfin. Est-ce que les corps des personnes mortes au cours de l'incident de Raboto ont été régulièrement inhumés? Non, monsieur le membre du jury, non. D'après les informations, on a empêché, n'est-ce pas, les membres de la famille de prendre les corps, peut-être pas dans tous les cas, n'est-ce pas, mais on ne voulait pas qu'on les ramasse. Et d'après nos informations, on les a enterrés à la sauvette un peu partout dans la zone. Oui. Est-ce que la MICIVI n'avait pas mené des démarches auprès des autorités métropolitaines, à savoir le colonel Gozom, afin de procéder à l'inhumation régulière des personnes mortes? À ce moment d'abord, n'est-ce pas, quand nous avons pu voir le colonel Gozom, c'était d'abord pour avoir des informations, n'est-ce pas, pour avoir la version militaire de comment les choses se sont passées, n'est-ce pas, et ce n'est que par la suite, n'est-ce pas, que nous avons pu collecter des informations que les membres de la famille ont été empêchés, n'est-ce pas, de pouvoir les ensevelir. Mais comme je dis, il y avait donc des instructions de ne plus rencontrer la MICIVI, donc on n'a pas pu continuer, hélas, ces contacts. Monsieur, arrivé sur place, c'est-à-dire à Raboto le 27 avril 1994, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel état se trouvaient les cadavres? Le cadavre qu'on avait vu là était déjà en état de décomposition, n'est-ce pas? Bon, c'était gonflé parce que c'était dans l'eau, puis c'est la mer qui l'avait rejeté sur le rivage. Mais bon, enfin, à nouveau, je crois qu'il faut parler aux spécialistes. Mais ce n'était pas un cadavre qui a été là depuis fort longtemps, n'est-ce pas? On pouvait toujours voir, n'est-ce pas, les fonds, mais c'était gonflé, c'était clair. Ouais. Monsieur Ganderson, estimez-vous que l'événement de Raboto n'était pas un fait isolé, spontané, mais prémédité, bien organisé? Monsieur le membre du jury, d'après nos informations, c'était prémédité. Pour toutes sortes de raisons. La façon d'organiser, n'est-ce pas, la descente sur Raboto. La façon de poser des hommes armés, militaires et des hommes en civil du côté du rivage. Avoir des hommes dans les bateaux, parce que, comme je dis, ils savaient que quand les gens essayaient de s'enfuir, ils prenaient les bateaux, ils prenaient la mer. En plus, Raboto faisait partie d'autres incidents du genre, à Boigne, n'est-ce pas, Chantal le prêtre, à Sarthe, n'est-ce pas, les arrestations de Jacques Dossian et d'autres personnes à Port-au-Prince pour des contacts subversifs, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas un cas isolé. À la vue de l'homme inerte, à côté de la mer, quelle réflexion faites-vous? Nous demandons au tribunal. Attendez, Nous demandons au tribunal d'appointer le greffier à consigner pour nous la déclaration du témoin, savoir que les événements qui ont eu lieu à Raboto étaient prémédités. Conseiller ça pour nous, greffier. Ouais, à la vue de l'homme inerte, à côté de la mer, quelle réflexion faites-vous? Monsieur le membre du jury, on ne s'habitue jamais à la mort. Et on s'habitue encore moins à la mort violente.
Et encore plus, n'est-ce pas, à la mort des gens innocents, des civils, n'est-ce pas, parce que d'après nos informations, le cadavre qu'on avait vu là, c'était un pêcheur. Pensez-vous qu'il était abattu et dans le lieu, ou bien la mer l'a emporté? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il a pu être tué sur le rivage. Il aurait pu être tué dans un bateau, n'est-ce pas, tombé dans la mer, et puis la mer qui ramène ça sur le rivage. Ça, on n'est pas à même de le... Parce que à cette époque, on n'avait pas les moyens techniques, n'est-ce pas, pour faire des... Comment dirais-je, pour faire des constats scientifiques, n'est-ce pas? Ce n'était que beaucoup plus tard, en 94-95, qu'on a pu avoir un anthropologue forensique dans la Mississippi qui a donné un appui technique, par exemple, aux travaux faits par la Commission nationale de vérité et de justice. Donc je ne peux pas dire davantage que cela. D'après votre enquête, vous avez donné un communiqué public. Quelle a été la réaction du gouvernement à l'époque? Il n'a pas réagi. Il n'y a pas eu de réaction. Ce qu'on faisait, c'était que la Mississippi invente des informations. On disait ça. La Mississippi invente. Mais je crois que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que les informations n'étaient pas inventées. N'est-ce pas? Il y a des victimes de toutes sortes. Il y a des proches des victimes, n'est-ce pas? Nous sommes dans un tribunal, n'est-ce pas, aux assises des criminels. Je crois que cela souligne la gravité de ce qui s'était passé à cette époque. Et Monsieur Gunderson, 5 jours après le massacre perpétré à Raboto, une équipe était venue prendre contact avec les témoins, les victimes, les militaires. Est-ce que vous y aviez fait partie? Est-ce que moi j'ai fait... Non, je ne faisais pas partie, non. D'accord. Qui est-ce, et d'après les enquêtes, dirigeait l'opération militaire? Qui dirigeait, je ne sais pas, mais comme je dis qu'à nouveau, n'est-ce pas, je crois que c'est à vous, n'est-ce pas, le tribunal, de déterminer tout cela. Mais les informations, n'est-ce pas, que c'était dirigé par le responsable de l'unité tactique, qui était le capitaine Castra. C'est ce que les gens disaient, mais je crois que c'est à vous, n'est-ce pas? Ah bon, le capitaine Castra, est-ce que vous le connaissez bien? Non, je l'ai rencontré par la suite, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Est-ce que vous pouvez l'identifier sur le banc des accusés? Est-ce que vous le connaissez là? Regardez-le bien. Oui, je le vois, oui. Est-ce que vous pouvez, pouvez le décrire? Non, je l'ai rencontré beaucoup plus tard, monsieur le membre du jury, quand il se trouvait en détention à la prison de Pétionville. Est-ce que vous pensez que le colonel Valmont et le haut état-major n'ont pas leurs mains trempées dans le massacre de Raboto? Le colonel Valmont a été sur les lieux. Peut-être on l'avait dépêché. Écoutez, je peux donner un avis. Je n'ai pas de preuves. Comme je dis, les forces armées d'Haïti étaient très disciplinées. Et je donnais l'exemple du fait que les membres de la Mississippi ont été intimidés, ont été menacés, mais on n'a jamais été, comment dire, attaqués, n'est-ce pas, avec violence. Et moi, j'ai toujours dit que les responsables militaires avaient donné des consignes bien claires, n'est-ce pas, de ne pas toucher. On peut menacer, on peut intimider, mais il ne fallait pas aller plus loin. Donc pour moi, cela suppose une certaine discipline. Quand j'entends par exemple qu'il y a 4 ou 5 opérations, quand j'entends pour la première fois qu'il y a des groupes terroristes armés et que les militaires sont en train de faire des exercices, n'est-ce pas, d'envergure très grande, n'est-ce pas, pour mettre les mains sur le terroriste, et on dit toujours la même chose, on a attaqué l'avant-poste, on riposte, et quand on riposte, il y a des gens qui sont tués, n'est-ce pas, il y a une... Comme on dit en anglais, il y a une systématisation, n'est-ce pas, de la façon de faire. Et s'il y a systématisation, sans aucun doute, il y a une main beaucoup plus forte, n'est-ce pas, qui contrôle tout ça. Je donne un avis personnel. Ok, d'accord, je comprends. Une dernière question. Vous avez pris des photos, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous les montrer pour former notre conviction? Est-ce que vous pouvez nous les montrer pour former notre conviction? J'ai l'intention de laisser les photos avec le tribunal, bien sûr. Passez-nous-les, d'abord. Merci, M. Gunderson. Monsieur Gunderson, le colonel Gozom n'a pas voulu continuer la conversation avec vous. Est-ce que vous n'avez pas essayé de contacter le capitaine Castra à ce moment-là?
Écoutez, monsieur le membre du jury, nous savons très bien que quand les militaires disent non, c'est non. Quand ils disent non, si vous n'avez pas accès, vous n'avez pas accès. Ils ne veulent pas parler avec vous, c'est terminé. Donc, non. Et vous n'avez pas essayé de visiter l'avant-poste de Raboto? De visiter l'avant-poste de Raboto? Si, on avait rendu visite à l'avant-poste de Raboto parce que les militaires nous avaient dit qu'il y avait une attaque avec des hommes, avec des armes, qui avaient donc fait une attaque contre l'avant-poste. Donc, on est allé sur place. S'il y a une attaque, n'est-ce pas, on devrait pouvoir trouver des preuves, l'impact de balles, n'est-ce pas, des dommages de quelque sorte. Absolument rien. Absolument rien. Et dans d'autres endroits, par exemple, quand on est allé à Chantal, le prêtre, même chose, on n'a jamais pu avoir des informations, n'est-ce pas, pour supporter le point de vue donné par les militaires. Merci. Au tribunal de consigner, dans le principe d'audience, cette déclaration à la question du membre du jury, à savoir que la Miss civile n'avait pas observé des packs de balles sur l'avant-poste de Raboto, suivant la version des militaires. Et puis, conseiller Bono, aucun impact de projectile n'a été trouvé sur les murs de l'avant-poste de Raboto. C'est fait. Partie civile, c'est votre tour. Bon, une question. Demandez au témoin pour nous, est-ce qu'à l'époque, d'après lui, les victimes pouvaient réclamer justice? Monsieur le témoin, est-ce que à l'époque où les faits s'étaient déroulés à Raboto, est-ce que les victimes pouvaient demander justice? Non, monsieur le doyen, ce n'était pas possible. D'ailleurs, après l'attaque du 22 à Raboto, le quartier a été... N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont revenus un peu plus tard, mais pas simplement à Raboto, n'est-ce pas? Mais d'après nos informations, il était clair que les gens avaient peur parce que les militaires contrôlaient tout, n'est-ce pas? Les militaires agissaient avec impunité, ils pouvaient vous battre, ils pouvaient vous tuer, il n'y avait aucun recours, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, les gens avaient peur. À tous les niveaux de la société, les gens avaient peur des militaires. Ça, c'était très clair. Et les militaires faisaient exprès, n'est-ce pas, de faire enraciner ce sentiment de peur, parce que c'était leur façon de contrôler le pays, de contrôler la plupart de la population à travers la répression et à travers la peur, n'est-ce pas, que donne la répression. Non, ce n'était pas possible. Conseiller Bono, Maïssa? Conseiller Bono? Conseiller Gauthier? Et demande au témoin, il a parlé tout à l'heure de transfert des militaires. Est-ce que d'après lui, le transfert des militaires faisait dans l'ordre régulier ou bien suivant les règlements généraux des forces armées d'Haïti, suivant les observations de la MICIVI? Vous reprenez la question. Vous reprenez la question. Et nous disons, il a parlé de transfèrement dans son exposé d'abondance. Et est-ce que d'après lui, les transferts des militaires se faisaient suivant les normes ou bien suivant les règlements généraux des forces armées d'Haïti? Ou bien est-ce que ça n'a pas été une stratégie suivant ces observations et ce que la MICIVI a observé sur le terrain en Haïti à l'époque? Demandez pour nous à M. Mario de reformuler sa question. Est-ce que d'après lui, c'est une question d'opinion? C'est à rejeter s'il vous plaît. J'ai dit d'après les observations de la MICIVI sur le terrain. Voilà. Monsieur le témoin, dans votre exposé, vous avez parlé de transfèrement des militaires. L'avocat de la partie civile vous a demandé, suivant vos observations, est-ce que ça n'a pas été une stratégie? Est-ce que le transfèrement des militaires n'a pas été une stratégie? Monsieur le doyen, avec tout le respect pour l'avocat de la partie civile, je ne pense pas avoir parlé de transfert des militaires. Parce que les opérations internes des militaires, si j'ai bien compris votre question, je ne pense pas avoir parlé de cela. Alors, non, j'ai dit, vous avez parlé de transfert de militaires à bon bateau police ou bien soit à Mol Saint-Nicolas comme ça. Je vous demande, est-ce que ça ne rentre pas dans la stratégie? Okay. Donc, désolé, j'avais mal compris la question. Quand j'avais parlé des militaires à bombe de police, j'avais dit que la MICIVI avait porté à l'attention du haut commandement le fait que certains militaires qui se trouvaient dans la zone de bombe de police avaient maltraité les gens. Et on avait dit, comme on avait toujours dit, n'est-ce pas, il faut discipliner ces gens. On ne les a pas disciplinés, on les a transférés. Ça, c'est la question donc du transfert. Donc, nous savons,
il n'y a pas eu beaucoup de cas de ce genre. Mais nous savons que dans ce cas, et peut-être dans un deuxième dont je ne me souviens plus, n'est-ce pas, on n'a pas discipliné. Parce que pour nous, la discipline en transfert n'est pas, bon, c'est une forme de discipline militaire peut-être, mais qu'il fallait envoyer un message, n'est-ce pas, aux militaires et aux policiers qu'il fallait respecter la loi haïtienne, qu'il fallait respecter la Constitution, et donc il fallait des mesures disciplinaires beaucoup plus fortes. Pour dire si c'était une stratégie, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, monsieur le doyen, une des informations, je ne pense pas l'avoir dit tout à l'heure dans mon exposé, mais on avait dit que, par exemple, il y avait des militaires qui étaient venus ailleurs, par exemple à Raboto, n'est-ce pas, pour faire partie de cette... bon, ça, je n'en sais rien. On avait dit la même chose pour le Bogne, qu'on voulait envoyer des militaires, par exemple, de Gonaïve au Bogne. Mais enfin, comme je dis, on n'avait pas suffisamment d'informations sur le fonctionnement interne des militaires pour répondre à ce genre de questions. Demandez le témoin pour nous. Est-ce que d'après les options de la MICIVI, suivant la répression durant la période du coup d'État, et demandez au témoin pour nous, est-ce que les règlements des forces armées d'Haïti étaient vraiment respectés par les militaires? Suivant les observations faites par la MICIVI, est-ce que les règlements militaires ont été scrupuleusement respectés? Non, monsieur le doyen, je ne pense pas que les règlements militaires donnent libre carte blanche aux militaires de faire tout ce qu'ils veulent et de ne pas respecter la loi. Donc non, sans aucun doute, on n'a pas suivi scrupuleusement les règlements. Conseillez pour nos magistrats que les règlements militaires n'étaient vraiment pas respectés. Et les militaires avaient carte blanche de faire ou bien d'agir ou bien de faire quoi que ce soit, suivant le désirata. Greffier, conseiller pour nous, la déclaration du témoin. Dernière question. Petite question, magistrat. Le témoin, dans sa déclaration, a fait savoir que la MICIVI se présentait auprès des responsables militaires pour pouvoir s'informer autour des faits qui ont eu lieu à Raboto. Et les responsables militaires ont déclaré qu'ils ont riposté à partir d'une attaque faite par les gens de Raboto contre le poste militaire. Demandez-lui pour le magistrat si les responsables militaires lui ont présenté une victime de leur camp. Est-ce que les responsables militaires ont présenté ou bien avaient présenté à la MICIVI une victime du côté des militaires ou bien des leurs? Non, monsieur le doyen, les militaires n'ont présenté aucune victime de leur côté. Ça nous demande au tribunal de consigner pour nous cette déclaration, cette réponse. Greffier, conseiller, ça va non? Ça va, magistrat. Conseiller la réponse. Ça va. Nous n'avons plus, la partie civile n'a plus de questions. Maintenant, le conseil des accusés, c'est votre tour. Honorable magistrat, je demande la parole. Merci. L'ambassadeur Colin Granderson, au cours de son exposé, a fait la déclaration suivante. Tous les militaires n'étaient pas mauvais. Il y en avait des bons et des mauvais. Vous lui faites pour nous cette question. Est-ce qu'il peut développer succinctement cette déclaration? Au cours de votre exposé, vous avez dit que parmi les militaires, il y avait des bons et des mauvais militaires. L'avocat du conseil des accusés vous demande de développer brièvement cette déclaration. Émission Parole à Palais spéciale déroulement procès massacre à Boto. Nous sous 4e semaine. Le tribunal a déjà attendu 35 témoins sur 78. Avocat ministère public qui ont été présentés.
vendredi 20 octobre, là, déjà attendu 35 Jean Abdoula. Tout à l'heure, avant nous interrompre déposition ambassadeur Colin Ganderson, nous t'étendons ensemble de questions, soit même jury. D'abord, il y a un président du tribunal là, maintenant Place Saint-Île, qui t'a posé ambassadeur Colin Ganderson des questions. Ensuite, nous t'ai joint avocat ministère public et après nous t'ai divers membres jury qui t'a posé diverses questions tout. Et ensuite, c'était avocat, c'était tout avocat victime qui t'a posé diverses questions. Et avant nous t'interrompre l'émission, c'était conseil défenseur, avocat accusé qui t'a poser question par eux. Mais avant nous tendre